Bonjour à tous et bienvenue en ce mardi 16 janvier. Bonne année à tous mes collègues RH qui nous écoutent. Je me présente Isabelle Toiti, consultante du réseau Annie RH, et j'ai le plaisir, un immense plaisir d'accueillir Monsieur Robert Zwilly, qui est psychologue clinicien, spécialiste des émotions, et vous avez bien vu, c'est le sujet du jour, l'impact des émotions dans la gestion de la santé mentale du travail. Et c'est également le cofondateur de Work Well Together. Bonjour Robert, bienvenue. Bonjour Isabelle, merci de m'accueillir. Avec un immense plaisir Robert. Nous allons parler d'un sujet qui me tient très à cœur, les émotions. Pour commencer, et parce que c'est ton métier depuis des années et que j'ai envie d'aider mes collègues RH, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Alors, je pourrais t'en faire une description scientifique, mais non. Je ne vais pas t'imposer ça. Je vais pas t'imposer ça. D'abord, une émotion, c'est la vie. Tant qu'on est vivant, on ressent des émotions. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur de ressentir des émotions. Ça témoigne de notre existence, de notre ancrage dans la réalité. Donc, c'est extrêmement important. Mais une émotion, tu sais, ça vient du latin emovere. C'est une mise en mouvement. En fait, l'émotion, c'est une énergie qui se crée en réaction à un stimuli de la vie quotidienne, qui peut être un événement, un échange, un fait, et qui va générer en toi une tension. Et cette tension, elle va créer un besoin pour réguler la tension. Mais ce qui est intéressant avec nos émotions, c'est souvent, je dis, l'émotion, c'est le lion, tu sais, dont nous sommes le dompteur. Mais on ne nous a jamais filé le manuel pour dompter le lion. Et donc, chacun d'entre nous, on gère nos émotions comme on peut. Alors, certains ont la tendance à mettre le lion en cage, tu sais, et en verrouillant la cage et en jetant un drap dessus, en disant bah, « regarde comment je gère mes émotions ». Pas d'état d'âme. Et puis, il y en a d'autres, ils se font bouffer par le lion, ou le lion agresse les autres, et on ne sait pas trop comment gérer ça. Donc, c'est ça qui est intéressant avec nos émotions. D'abord, c'est que c'est un atout, elles nous permettent de sentir qu'on est vivant, mais elles conditionnent notre rapport au monde et surtout notre rapport aux autres. C'est ça qui est extrêmement précieux, parce que nos émotions conditionnent la manière dont nous allons créer du lien avec notre entourage. Et en matière RH, tu n'imagines pas tous les impacts que ça peut avoir. Enfin, si, je sais que tu l'imagines. 25 ans de RH derrière moi, je peux te dire que je l'imagine. On en gère des émotions quand on est RH. On en gère beaucoup. Puis on gère des fois les émotions des autres. Qu'est-ce que toi, tu as observé? Oh que oui. Qu'est-ce que toi, tu as observé, Robert, sur, on va dire, l'évolution ou les tendances de la santé mentale au travail? Quels sont un petit peu ton feeling là-dessus en tant que spécialiste? Alors, c'est pas simplement un feeling, c'est aussi un constat et des études. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces dernières années, il y a eu une accélération de l'exposition des processus émotionnels dans les organisations. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la santé mentale, c'est un vrai défi, en fait, dans nos organisations. Parce que ces dernières années, il y a eu une accélération sociale, économique, technologique. D'abord, comment on gère nos équilibres vie pro, vie perso à la sortie du confinement? Ça a un peu bousculé, remis en cause les choses, et certains souffrent d'isolement. Parce que c'est bien beau de se dire, c'est chouette, je vais bosser depuis chez moi, mais l'homme est un être social, il a besoin d'interaction sociale, et certains sont en manque parce qu'ils ne peuvent pas interagir, ou beaucoup moins, et on est plus dans une mécanique d'information dans nos interactions que d'échange. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que l'information ne nourrit pas son homme, entre guillemets. Et puis, il y a des contraintes qui font qu'on demande… Robert, ça veut dire que la relation nourrit son homme? Si tu dis l'information ne le nourrit pas, ça veut dire en parallèle que la relation nourrit son homme? Mais oui, parce que le lien se nourrit de nos interactions émotionnelles. Qu'est-ce qui fait que tu vas te sentir bien avec quelqu'un? C'est parce que tu vas le comprendre, c'est parce que tu vas déployer de la confiance dans la relation, c'est parce que tu vas te sentir en affinité avec cette personne, parce que vous parlez des mêmes choses au même moment, parce que vous avez des valeurs communes. Et ça, c'est le fruit d'une interaction qui est un échange, c'est pas juste une information. Quand tu travailles aujourd'hui en remote, on t'envoie plein d'informations, mais tu n'es pas dans l'interaction avec les autres. Donc, tu es en train d'appauvrir le lien sans t'en rendre compte. Après, tu as d'autres exigences du monde moderne. C'est qu'on te demande plus de flexibilité pour avoir une productivité accrue. Et ça pose la question de la charge mentale.
avec les équilibres vie pro, vie perso, tu vois un peu la pression que ça donne. Et puis, il y a une évolution technologique qui est extrêmement rapide ces derniers temps, qui crée un peu d'insécurité chez certains d'entre nous. Certains se disent que l'intelligence artificielle, ça va être un phénomène extraordinaire qui va nous permettre d'accroître notre productivité. Et puis d'autres commencent à flipper en se disant, ouais, mais comment je vais faire? Est-ce que je vais être encore utile? Comment je vais faire pour pouvoir critiquer les apports de l'IA si je ne suis pas un expert et moi je ne me sens pas légitime? Donc ça pose plein de questions, ce monde moderne. Donc nos émotions, elles sont plus simplement à fleur de peau, elles deviennent au centre de cette scène professionnelle parce que certains peuvent avoir peur du lendemain, d'autres se disent mais c'est pas juste comment ça évolue et donc sont confrontés à de douloureuses colères, et puis d'autres se disent mais moi je vais pas savoir faire, je me trouve nul, et au fond ils sont un peu tristes de tout ça. Rares sont ceux qui sont pleinement confiants, qui ont une estime de soi suffisamment solide pour se dire waouh, bah tout va bien, le monde est merveilleux et quelle chance j'ai d'assister à tout ce qui se passe. Tu vois, c'est compliqué en fait. C'est pour ça que nous, RH, on trouve que depuis les dernières années, c'est de plus en plus difficile de gérer du personnel. Oui. C'est à cause de tous les éléments que tu viens de dire qui ont accru cette charge mentale. Donc, forcément, c'est plus difficile à gérer. Et oui, et on n'est pas tous égaux. Et on n'est pas tous égaux parce que ce que j'ai compris en étudiant depuis plus de 20 ans les émotions, en ayant développé des modèles théoriques, en ayant publié une dizaine d'ouvrages, c'est que en fait, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de toute une accumulation d'expériences émotionnelles depuis que nous sommes sortis du ventre de notre mère. Et chaque expérience émotionnelle a cette particularité d'étayer notre estime de soi, en fait. C'est-à-dire que si je vis un événement heureux, je vais me sentir plus fort, meilleur, plus solide. Si je vis une expérience douloureuse, eh ben, je vais me sentir un peu ébranlé et je vais peut-être douter de moi. Alors, si j'ai une estime de soi qui a été bien étayée grâce à des expériences émotionnelles depuis ma tendre enfance qui ont été solides, je vais être capable de faire face plus facilement à toutes ces contraintes ou à toutes ces expériences émotionnelles qui peuvent être douloureuses sur l'instant, mais qu'on va savoir gérer. Et puis d'autres, beaucoup moins. Et c'est ça qui est difficile, parce que là, on touche à l'intime. Qui va oser aller voir son RH et dire « Ah ben Isabelle, tu sais, je me sens pas bien, j'ai des difficultés là, j'ai des doutes avec mon gestionnaire, je sais pas s'il m'aime bien, il me dit jamais rien, je le vis mal, j'ai pas de reconnaissance. » Qui ose s'affranchir de la barrière du jugement de l'autre parce qu'on va aller exprimer ou afficher son ressenti? Ben ça, c'est très compliqué. Et c'est là où on a un vrai boulot à faire. Toi comme moi, tu sais. Avec une belle relation de confiance avec sa RH ou son RH, bien évidemment, ça ou son RH, ça existe, ce type de rencontre-là. Et heureusement pour nous. Robert, parle-moi un petit peu. Notre titre, quand on l'a décidé ensemble, c'était l'impact des émotions dans la gestion de la santé mentale au travail. Parle-moi un peu de quel type d'impact on peut véritablement avoir. Tu sais, quand on prend en compte ce sujet, on se rend compte que parfois on ne sait pas où agir parce que les symptômes sont nombreux. Mais en fait, ce que j'ai constaté dans les dysfonctionnements dans les organisations, excuse-moi, c'est que la plupart du temps, une équipe qui s'entend bien fonctionne 4 fois mieux qu'une équipe qui ne s'entend pas bien. Il y a un problème de processus décisionnel. Bah, si je m'entends bien avec toi, je vais aller t'en parler, on va trouver la solution. Si je ne m'entends pas bien avec toi, qu'est-ce que je vais me dire? Ouais, mais Isabelle, elle le fait exprès. Ou de toute façon, elle n'est pas compétente et ça m'énerve. Donc, cette question du lien, pour moi, est fondamentale parce que, excuse-moi, j'ai un peu avalé de travers, mais c'est que… Un petit verre d'eau? On en a encore pour 10 minutes ensemble. Un petit verre d'eau? Un petit verre d'eau. C'est que, de mon point de vue, j'ai une cave. Je t'en prie, Robert. En tout cas, sache que j'ai une belle relation avec toi puis que j'apprécie notre relation professionnelle. Si ça peut t'aider, ça peut t'aider à trouver ta voie. Ben oui, c'est drôle. C'est que je dis souvent, tout se joue dans la relation. Et incroyable quand même, tout se joue dans la relation, il conditionne énormément de choses.
C'est-à-dire que si je ne sais pas agir sur la qualité relationnelle dans mes équipes, il y a de fortes chances que je ne puisse pas permettre à mon équipe de développer tout son potentiel de créativité, tout son potentiel d'engagement, toute sa motivation. Et donc, on ne va pas pouvoir créer collectivement la valeur attendue pour permettre à l'entreprise d'être performante et pérenne. Donc, cette qualité de la relation dans les équipes, elle est cruciale. Sauf qu'on ne sait pas l'adresser, ce sujet. Est-ce que, Robert, quand tu me parles de qualité de la relation, tu me parles aussi bien de confiance et proximité du gestionnaire? C'est un mélange de tout ça? Oui, parce qu'il faut considérer… C'est des discussions vraies, des discussions authentiques. Dis-nous. Oui, mais ça ne se décrète pas. En fait, ce qu'il faut considérer, vraiment, et c'est très important, c'est que la relation, c'est une co-responsabilité. C'est-à-dire que si toi et moi, on travaille ensemble et que ça ne fonctionne pas, je ne peux pas me dédouaner en disant « ouais, mais c'est de la faute d'Isabelle. Elle n'écoute pas quand je lui dis les trucs, elle fait les choses qu'à sa manière, moi, elle me fatigue. » Tu vois, si je dis ça, je ne suis pas conscient que probablement, j'ai une part de co-responsabilité dans ce qui se passe entre nous. Et c'est ça qui est précieux. C'est d'être capable d'être à l'écoute de nos ressentis pour comprendre pourquoi ça m'agace. Si je ne sais pas le comprendre, je ne risque pas d'être capable de le traiter. Et ça, on n'a pas d'outils aujourd'hui pour l'objectiver scientifiquement. Enfin, on n'en avait pas. Et donc, ce sujet, on le laissait de côté. Alors oui, on fait des tests de personnalité, on te donne des couleurs, on te donne des typologies, on dit ben, un tel qui fonctionne avec un tel, ça peut être à peu près comme ça. Mais c'est très empirique. Et moi, il m'a paru important de passer du flair à la science. Et pour passer du flair à la science, c'est là où les modèles que j'ai développés sur la théorie des émotions, sur la théorie des interactions, m'a permis de construire un modèle qui s'appelle la chimie relationnelle et qui permet de mesurer la qualité relationnelle entre des individus ou au sein d'une équipe. Parce que chaque relation est porteuse d'un potentiel de collaboration qui est plus ou moins marqué, mais on ne le sait pas. Et quand les risques de dysfonctionnement dans une relation sont forts, ben on tombe dans des pièges qui font que très vite, ben moi je me dis, bah ouais Isabelle, tu vois, j'avais raison, elle ne m'a pas envoyé le mail alors que c'est mon client et elle s'en fiche. Et donc tout de suite, je vais rentrer dans des biais cognitifs qui vont donner raison à ce que j'ai reçu, mais ça, ce n'est pas une fatalité, on peut le casser dès lors qu'on comprend qu'on a une part de co-responsabilité dans ce qui se passe et qu'on peut, de manière très simple, le mesurer aujourd'hui et l'identifier pour éviter que ça fasse qu'il y ait des conflits dans une équipe, que les gens s'isolent, qu'ils aient plus envie de venir le matin ou qu'ils aient mal au ventre, tu sais, quand le corps devient un symptôme et qui nous dit « Oh là, écoute là, t'as mal au dos, t'en as plein le dos, t'as la gorge nouée, hein, tu t'enroues, tu peux plus parler, tu viens d'avaler de travers, qu'est-ce qui te stresse ?» Tu vois, tout ça, t'as vu, je suis même capable de me moquer de moi-même. Mais tu vois, tout ça, c'est extrêmement précieux d'être conscient que si ça ne va pas bien dans une équipe, on a aussi notre part de responsabilité. Et le gestionnaire, ben forcément, il est au cœur du système parce que lui, il doit gérer les émotions de ses équipes et les personnes dans son équipe n'ont pas la même configuration émotionnelle. C'est-à-dire que quand il parle projet avec un, bah, ça ne va pas l'intéresser parce que lui, ce qui compte, c'est le résultat court terme. Avec un autre, bah oui, parce qu'il a une vision très développée, ça lui importe. Et avec l'autre, ce qui compte, c'est comment il se sent, bien dans l'équipe ou pas. Mais quand tu comprends ça, tu es capable d'ajuster ton mode de fonctionnement avec les uns et les autres et de donner à tout le monde le moyen de déployer tout son potentiel. Et ça, c'est précieux, tu le sais, dans une équipe. Est-ce que tu es en train de me dire que beaucoup de monde doit se former en intelligence émotionnelle pour justement arriver à avoir cette perspective-là? C'est marrant que tu me parles de ça, parce que j'ai un vrai sujet personnellement, hein, mais là c'est moi, avec l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que je pense qu'avant de parler d'intelligence émotionnelle, il faut comprendre ce que sont les émotions et comment ça fonctionne et comment ça peut produire des impacts dans notre quotidien. Pourquoi tel collaborateur, il s'enferme dans son bureau? Pourquoi il évite de répondre à mes mails? Pourquoi tel autre est dans la contestation systématique? On n'est pas encore dans l'intelligence. Parce que ce qu'on découvre quand on fait de la recherche sur les émotions, c'est que nos émotions préemptent notre raison. Notre raison, elle nous sert juste à légitimer ce qu'on ressent. Si je te trouve sympa, je vais trouver toutes les bonnes raisons dans la réalité que tu sois sympa, parce que tu m'as attendu pour aller déjeuner, parce que tu as répondu à mon mail dans les 10 minutes. Mais on n'est pas encore au stade de l'intelligence émotionnelle, parce qu'il y a le cerveau limbique,
il y a le cortex, eh ben, le limbique, il réagit avant que tu aies eu le temps d'élaborer. Donc, oui, l'intelligence émotionnelle nous sert quand on a déjà fait un travail personnel. Mais sinon, il faut d'abord travailler sur sa configuration émotionnelle propre. Et là, il y a beaucoup de pédagogie à faire. C'est pour ça que j'écris des bouquins, que j'enseigne, que je fais des conférences, parce que c'est tellement indispensable dans notre vie quotidienne, tout ça. Et pour moi, c'est un vrai plaisir de t'entendre et de parler avec toi là-dessus. Je pense que je te réinviterai. J'en suis convaincue que je te réinviterai, Robert. Écoute, Robert, si je pour suis finir, disponible, avec plaisir. Oui. Robert, pour finir, quel conseil tu donnerais à tous nos collègues RH ou non RH, il y a des personnes qui ne sont pas RH, quel conseil tu nous donnerais? Tu sais, depuis de longues années, je côtoie les RH. Depuis de longues années, tu sais que j'utilise des outils de mesure, justement de cette qualité relationnelle. Et ce que j'ai constaté dans les profils des RH, c'est que très souvent, ce qui les distingue, c'est qu'ils ont une sensibilité aux signaux faibles assez forte. Et donc, ils captent les choses, ils lisent entre les lignes, ils perçoivent, ils donnent du sens à des choses où, par exemple, un gestionnaire, lui, il va pas s'en occuper parce que ce qui compte, c'est le résultat, il a des objectifs à réaliser et il faut que ça fonctionne. Donc, il n'a pas le temps de se poser de questions sur les états d'âme de ses équipes, parfois. C'est dommage, mais c'est comme ça. Le RH, il a cette sensibilité. Mais parfois, il n'ose pas aller au bout parce qu'il ne sait pas comment il peut objectiver les choses et il ne sait pas sur quoi agir. Si le RH est capable de mobiliser son attention sur le développement de la qualité du lien dans son environnement, dans son écosystème, il pourra très probablement développer le bien-être, l'engagement et faire que la santé mentale soit le moins possible altérée par les conflits entre les personnes. Donc là, il y a un vrai sujet, c'est comment on peut... Tu sais, si j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le pouvoir des liens, c'est parce que justement, quand on est capable de créer une relation fonctionnelle dans les équipes, eh ben, on résout la plupart des problèmes, y compris personnels et collectifs. Donc oui, soyons sensibles en tant que RH à la manière dont on peut remédier à ces dysfonctionnements dans les organisations. C'est pas une fatalité. Moi, j'ai des gens qui me disent, et même des RH parfois qui me disent, mais Robert, c'est des adultes, hein. On n'a pas affaire à des enfants, ils ont fait des études, ils sont intelligents, donc à un moment donné, il faut qu'ils se prennent en main. Il faut qu'ils résolvent les trucs, ils sont grands. Ben non, ils ont besoin d'aide. Et le RH, il a cette faculté, c'est d'être une ressource pour les équipes et pour les gestionnaires, pour leur donner des clés, pour qu'ils ne se sentent pas démunis. Que le soir, le RH il puisse rentrer chez lui en se disant « Waouh, j'ai résolu l'essentiel des problèmes humains auxquels j'étais confronté. » Eh ben, s'il arrive à faire ça, il réussit son boulot. Un beau rôle conseil, plus. Ressources, pas simplement conseil, ressources. Tu vas être une ressource Également. pour les gestionnaires. Également. Robert, tout à l'heure, tu nous as dit que tu as écrit plusieurs livres, mais par où on commence si on veut approfondir un petit peu le sujet? Bon, tes livres, c'est une chose, mais par où on commence? Oui. Quelqu'un qui est intéressé par en savoir un petit peu plus pour son propre développement, il commencerait par où? Tu sais, commencer par soi-même, c'est très utile. La première chose, la plus phénoménale, c'est d'apprendre à s'aimer. Parce que quand les gens ne s'aiment pas, ils ont du mal à aimer les autres. Et donc, apprendre à s'aimer, c'est parfois l'expérience ou le travail de toute une vie. Mais c'est tellement précieux, parce que quand tu sais ce que tu vaux, et que tu as une forme de tolérance, parfois même d'indulgence vis-à-vis de toi, que tu es capable d'être dans le lâcher-prise de temps en temps, de t'accorder des autorisations à échouer de temps en temps, ça te permet de mieux réussir ensuite. Ça passe par la connaissance de soi. Et donc la connaissance de ces mécanismes émotionnels qui font que, parce que dans notre famille, on nous a toujours dit, tu sais, si tu veux réussir dans la vie, tu vas devoir un peu trimer, hein. On n'obtient rien sans rien. Il faut même souffrir si tu veux être bon. Ça nous crée de sacrés enjeux parfois difficiles à résoudre. Donc ça commence par réfléchir sur soi, utiliser des livres, des outils, faire un travail personnel. La lecture est utile, mais elle a un obstacle, elle constitue un obstacle, c'est qu'elle nous fait intellectualiser les choses. Et parfois, quand on intellectualise, on bloque la barrière de l'expérimentation.
de l'expérience qui nous permet d'éprouver, mais dans tous les sens du terme, éprouver. Éprouver, c'est aussi se mettre en difficulté. Et ça, il faut savoir oser le faire. Mais pour ça, il faut vivre dans un environnement sécurisé. Et justement, un gestionnaire qui sait apporter ça à ses équipes, ces équipes, elles font plein de choses auxquelles ils ne s'attendaient pas, parce qu'il a créé un environnement de sécurité psychologique qui est fondamental. Mais cette sécurité psychologique, elle commence par soi. Comment je fais pour m'aimer, pour m'accepter comme je suis, parce que ça m'aidera à accepter les autres dans leurs différences et être encore plus empathique et probablement plus bienveillant. Et il n'y a pas de recette miracle. Oui, bien sûr, mais ça commence par soi. Et être un meilleur professionnel. Ben oui. Robert, c'est la fin. Ça a été vraiment un plaisir. Juste pour tuer le mot de la fin et pour te remercier d'être avec nous tous, y compris les personnes qui vont être en rediffusion. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de Work Well Together? Qu'est-ce que c'est? C'est comme une consécration pour moi. C'est-à-dire, c'est 20 ans de recherche qui m'ont permis de dire tous les dysfonctionnements relationnels dans les organisations, ce n'est pas une fatalité. On a les moyens de les objectiver et d'identifier des pistes de solutions pour permettre à des recrutements d'être plus efficients parce qu'on garantit la compatibilité entre un futur candidat et son gestionnaire, parce qu'on est capable, dans une équipe, d'adresser les bons sujets pour permettre à l'équipe de s'aligner parce qu'on se comprend mieux, parce qu'on se respecte, parce qu'on comprend comment fonctionne l'autre et qu'on se dit pas, tiens, s'il le fait, c'est parce qu'il est mauvais ou il le fait exprès pour m'éprouver. Ça permet d'être en conformité avec les valeurs de l'organisation et ça nous aide dans notre quotidien à trouver des solutions pour permettre aux gens d'être plus efficients dans leur collaboration. Et ça, juste en proposant un questionnaire de 18 questions qui se passe en un quart d'heure et qui permet de récolter cette data émotionnelle pour la traiter avec des algorithmes qu'on a mis très longtemps à objectiver scientifiquement à travers des milliers d'études statistiques sur le fonctionnement émotionnel. Alors, ayons la curiosité de taper www.workwelltogether.ca pour voir ces 20 ans de travail que tu as pu faire. Ouais. Je te remercie du fond du cœur, Robert. Avec plaisir, de nous redire qu'on doit s'aimer. Merci de nous redire qu'on doit s'aimer avant tout. Donc, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Tu vas être assurément dans un deuxième live avec moi. J'ai déjà des idées de sujets, mais en tous les cas, je te remercie. Tu m'en parleras. Ce fut un réel plaisir. Merci à tous. Bel après-midi à tous. Travaillez bien. Ayez ce beau lien de confiance et à la prochaine, c'est-à-dire dans un des prochains lives du réseau AniRH. À bientôt. Merci Isabelle. Plaisir.